Saviez-vous que l'industrie chimique soviétique était autrefois l'une des plus puissantes au monde avant de sombrer dans l'oubli après l'effondrement de l'URSS? Dans ce discours percutant, Vladimir Poutine dévoile les erreurs du passé, qualifiant cette déchéance de honte nationale. Il expose aussi les ambitions de la Russie pour redevenir un leader technologique mondial. Une analyse sans filtre qui vous fera réfléchir sur les enjeux de l'innovation et de la souveraineté industrielle. Regardez jusqu'au bout et donnez votre avis. La Russie peut-elle vraiment relever ce défi? Écoutons. Chers collègues, amis, mesdames et messieurs, je suis heureux d'accueillir les participants du 3e Forum international des technologies du futur. Selon la tradition établie, c'est ici, sur ce site, que sont tracées les frontières avancées de la recherche scientifique. Des idées qui commencent à peine à se cristalliser sont discutées et pesées dans les laboratoires et les centres de recherche. Mais très bientôt, je n'en doute pas, ils se transformeront et transformeront le monde. Le thème de ce forum est la chimie et l'utilisation de nouveaux matériaux. Il s'agit d'orientations véritablement vastes, comme on dit souvent aujourd'hui, transversales. Il détermine en grande partie le mouvement en avant de l'humanité, la mise en œuvre des plans les plus audacieux des ingénieurs et des designers. Des changements rapides ont actuellement lieu dans ces domaines, qui, à leur tour, créent les bases et stimulent la prochaine découverte, encore plus révolutionnaire dans les domaines de la santé, de l'industrie, de la microélectronique, dans la création de systèmes sans pilote dans tous les domaines, sans exception. Il est tout à fait évident que pour être parmi les leaders dans les domaines clés du développement scientifique et technologique, c'est la tâche que nous nous sommes fixés, nous devons atteindre, entre autres, la supériorité dans le domaine de la chimie et la création de nouveaux matériaux. Cela signifie que nous devons proposer des solutions et des produits compétitifs en termes de prix et de qualité, et surtout, des solutions et des produits innovants, et disposer de nos propres clés technologiques uniques qui nous permettront de produire et d'exporter vers les marchés mondiaux non pas des matières premières primaires, mais des produits des plus hauts standards. Je voudrais souligner en particulier que notre histoire a l'expérience de résoudre des problèmes de la même ampleur et de la même importance. Dans les années 60 et 70 du XXe siècle, en grande partie grâce aux efforts de Léonid Konstantov, peu de gens connaissent ce nom aujourd'hui, peu s'en souviennent, mais parmi les spécialistes, ils réagiront certainement immédiatement à ce nom de famille, à ce nom, il était le ministre de l'industrie chimique de l'URSS. À cette époque, des centaines et des centaines d'usines de pointe ont été lancées, des instituts scientifiques spécialisés et des bureaux d'études ont été créés. En termes de volume de production totale, l'industrie chimique soviétique occupait la première place en Europe et la deuxième place dans le monde. Cependant, cet héritage a été largement gaspillé et gaspillé. Je le dis avec beaucoup de regret. C'est une honte, franchement parlant, une honte devant ces gens qui ont consacré toute leur vie à créer l'industrie chimique de l'Union soviétique, qui ont travaillé pour les générations futures, qui ont vécu dans des bureaux et qui ont déplacé leurs bureaux sur des roues, qui ont vécu dans des wagons de chemin de fer, qui se sont déplacés sur tout le vaste territoire de l'Union soviétique d'une république à une autre, qui n'ont pas eu assez de nourriture, qui n'ont pas eu assez de sommeil, qui ont créé l'industrie chimique de l'URSS. Malheureusement, après l'effondrement de l'Union soviétique, les entreprises les plus importantes ont été arrêtées, et parfois tout simplement détruites. Leur matériel a été emporté et découpé pour en faire de la ferraille. Parallèlement à la dégradation de notre propre industrie chimique, nous sommes également tombés dans une forte dépendance extérieure et avons perdu une partie importante de notre souveraineté technologique industrielle. C'est pourquoi, à partir de notre propre expérience négative, nous comprenons à quel type de problème systémique la vulnérabilité dans le domaine de la chimie conduit. Il a fallu littéralement réassembler de nombreuses chaînes de production technologique et créer de nouvelles entreprises afin de produire de manière indépendante des produits hautement transformés. Ainsi, dans la région de Tyumen, de nouvelles capacités ont été construites sur la base du bureau pétrochimique de Tobolsk, et en 2019, le bureau pétrochimique moderne, Zapsibneftekhim, a été lancé. La construction du complexe chimique et gazier d'Amur et d'autres entreprises est en cours, ce qui permettra une augmentation significative de la production de polymères, un produit clé de la chimie du pétrole et du gaz, dans les années à venir. J'ajouterai également qu'après le nettoyage et la remise en état du territoire de la ville d'Ussuri-Sibirskoye dans la région d'Irkoutsk, nous prévoyons de créer ici des centres fédéraux modernes pour la chimie de faible et moyenne taille. Pour les personnes qui ne sont pas directement impliquées et qui sont loin des spécificités de l'industrie, je dirais que nous parlons de la production de petits volumes mais nécessaires de produits chimiques spéciaux, résines, solvants, etc., sans lesquels le développement de la microélectronique,
des produits pharmaceutiques et de nombreux autres domaines d'une importance cruciale est tout simplement impossible. Les catalyseurs constituent également un domaine transversal. Ce sont les bases de la chimie, les substances qui déterminent la vitesse de réaction. Il est important d'assurer non seulement le développement, mais également les tests ultérieurs, la production pilote, puis l'utilisation industrielle généralisée et la mise à l'échelle des solutions nationales. Pour soutenir de tels projets, un pôle scientifique et technologique spécial est déjà en cours de création au sein du célèbre institut de catalyse Boreskov à Novosibirsk. Il s'agit d'une étape importante dans le développement de l'ensemble de l'agglomération scientifique sibérienne en tant que l'un des centres clés pour la création de technologies futures dans le domaine de la chimie. Chers collègues, afin de suivre la dynamique du progrès et de la concurrence mondiale, nous devons multiplier le potentiel de l'industrie chimique nationale et des industries connexes, construire un cycle complet depuis la recherche et le développement de nouveaux gisements, y compris les métaux rares et les terres rares, l'extraction et le traitement en profondeur des minéraux jusqu'à la production de produits de haute technologie à haute valeur ajoutée. Il y a du travail à faire ici. En principe, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous devons simplement le faire de manière ciblée, créer les conditions propices aux affaires et investir dans les infrastructures. Mais nous n'exploitons toujours pas de lithium. Comment pouvons-nous nous développer sans elle? C'est évident pour les spécialistes. Est-ce qu'on peut faire ça? Et ils auraient pu le faire il y a 10 ans, il y a 15 ans. Nous devons résoudre ces problèmes à un niveau technologique fondamentalement nouveau, en utilisant les avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle et des technologies du travail, ainsi que d'autres outils visant à accroître la productivité du travail, y compris dans le domaine scientifique. Notre atout majeur est également l'accessibilité de l'énergie, l'un des plus grands réseaux de centrales nucléaires, hydroélectriques et thermiques au monde, ce qui nous permet de construire une production dans de nombreuses régions de notre pays. Bien sûr, cela doit se faire dans le respect d'une des normes environnementales les plus strictes, en utilisant des solutions modernes respectueuses de l'environnement, dont les directions, dis-je, sont complexes, d'une importance primordiale. C'est pourquoi, dans le domaine des nouveaux matériaux et de la chimie, un nouveau projet national de leadership technologique a été lancé cette année. Il est prévu d'allouer près de 170 milliards de roubles du budget fédéral pour sa mise en œuvre de 2025 à 2030. Dans le même temps, le montant des investissements des entreprises dans le secteur réel de l'économie pourrait s'élever à environ 1000 milliards de roubles. Je pense que c'est une chose tout à fait réaliste. Il m'arrive de rencontrer les commissaires chauffeurs des entreprises elles-mêmes. Ils ont des projets très ambitieux et bons. Et j'aime cette attitude. Les yeux des gens s'illuminent. C'est super ici. Nous soutiendrons. Nous continuerons à mettre en place un mécanisme de soutien à l'investissement privé, notamment dans le secteur de la recherche et du développement. J'ai déjà dit plus d'une fois que les problèmes extérieurs, les sanctions et tous les défis et difficultés ont joué pour nous un rôle stimulant important. Les entreprises russes se tournent désormais de plus en plus vers nos scientifiques et reçoivent de leur part une aide de ce type. De plus, les solutions nationales s'avèrent souvent plus efficaces que leurs homologues étrangères. Afin de fournir une base juridique moderne à la coopération entre les chercheurs et les clients qualifiés, une loi sur la politique technologique a été adoptée. Elle entre en vigueur cet été. J'ai déjà parlé et fixé cette tâche. Avec le monde des affaires, nous devons augmenter le financement de la science à 2% du PIB. Il est extrêmement important d'affecter toutes les ressources supplémentaires au soutien des domaines prometteurs et révolutionnaires du développement scientifique et technologique. Ainsi, dans le domaine de la chimie et des nouveaux matériaux, il serait à courte vue et erroné de se contenter de remplacer des procédés technologiques déjà maîtrisés quelque part à l'étranger. Ce qui est important, bien sûr, c'est de tout garder à l'esprit, d'utiliser toutes les réalisations et de développer vos plateformes. Maintenant, lors d'une exposition spécialisée, ils ont promis que mes collègues me montreraient comment nous avançons, où nous allons. Comme nous l'avons convenu en décembre dernier, au sein du Conseil de développement stratégique des projets nationaux, nous devons formuler des plans dans des domaines clés qui assureront la supériorité du pays, notamment dans le domaine de la chimie et de la science des matériaux modernes. Il est important d'identifier les grandes organisations scientifiques mondiales qui assumeront la responsabilité de mener des recherches fondamentales, les entreprises qui mettront en œuvre les technologies du futur, pour construire la formation du personnel dans le domaine de la chimie pour les tâches de leadership technologique, et à tous les niveaux de l'éducation, des écoles aux universités, car, malheureusement, le nombre de professeurs de chimie dans les écoles diminue, le nombre d'enfants qui choisissent la chimie comme principale discipline de base diminue, le nombre de professeurs de chimie de plus de 65 ans augmente. Dans les universités, il faut observer avec la plus grande attention ce qui se passe.
Je demande à l'Académie des sciences de Russie, aux représentants du monde des affaires et à la communauté scientifique et éducative professionnelle de participer autant que possible à l'élaboration de ces plans. Il est important que nous continuions à agir de manière coordonnée, comme de véritables partenaires, et que nous comprenions la responsabilité des résultats. La mise en œuvre de tous les projets nationaux, sans exception, le leadership technologique, nos plans pour l'Extrême-Orient, la Sibérie, l'Arctique, pour le développement de toutes les régions de la Fédération de Russie et, bien sûr, la solution des problèmes de sécurité et l'amélioration de la qualité de vie des populations en dépendent. Il n'y a rien à dire sur la sécurité, j'en ai déjà parlé publiquement et j'en ai parlé. Le monde entier parle de la noisette, mais de quelle matière s'agit-il? La température des ogives correspond à la température du Soleil, c'est-à-dire à la température à la surface du Soleil. Nous comprenons déjà que depuis les années 80 nous développons des systèmes pour le bloc de glisse volant, nous l'appelons avant-gardiste. On y retrouve des températures comparables, légèrement inférieures à celles à la surface du Soleil. À la fin des années 80, on réfléchissait encore à la réalisation de tels systèmes. Ils n'ont pas pu parce qu'il n'y avait pas de matériel. C'était là le problème. Ils volent et font comme un esquimau et le contrôle du signal passe. C'est le résultat d'un travail sur de nouveaux matériaux. Tout comme ils ont fermé nos accords conjoints sur le MS-21-300 à un moment donné, ils les ont fermés de manière totalement injustifiée. Grâce aux spécialistes de Rosatom, ils ont réussi à fabriquer des matériaux pour l'aile et le fuselage. Oui, le projet s'est décalé un peu vers la droite, mais tout a été fait. Nous avons tout fait de nos propres mains, de nos propres têtes, et tout a fonctionné. Nous devons également travailler ensemble de manière active et constructive dans tous les autres domaines. Je demande au gouvernement de réfléchir à la manière dont nous pouvons réglementer l'interaction entre nos entreprises et celles de nos concurrents afin d'offrir certains avantages aux producteurs nationaux. Oui, dans le cadre de l'OMC, mais néanmoins, certaines difficultés nous ont été créées, et nous pouvons en conséquence réguler le retour sur notre marché de ceux qui veulent revenir, en créant et en laissant des avantages à nos propres producteurs. Cela doit être fait subtilement, soigneusement, mais cela doit être fait. Denis Valentinovitch s'assoit et hoche la tête. Nous leur en avons parlé. Comme je l'ai déjà dit à ce sujet, comme dans le domaine de l'agriculture, lorsque les producteurs agricoles nous suppliaient de ne laisser personne entrer sur notre marché, nous ferons tout nous-mêmes. Bon, sauf les bananes, bien sûr. Eh bien, ils ont également commencé à cultiver des bananes. C'est un peu cher, c'est vrai, mais ce n'est pas nécessaire. Et dans le domaine de la production industrielle, il faut absolument tout réfléchir. Nous devons aborder cette question avec la plus grande prudence afin de ne pas perdre le potentiel créé par nos méchants qui ont imposé des sanctions contre nous. Et maintenant que j'en ai déjà parlé, voici quelques exemples supplémentaires. Pour développer la fabrication de machines et d'avions, les programmes de fusées et d'espace, nous aurons besoin de matériaux composites et d'alliages aux caractéristiques uniques. Je parlais justement de ça. De nouveaux produits phytosanitaires issus d'un autre domaine pour résoudre les problèmes de sécurité alimentaire. Système de transmission et de stockage d'énergie durable, à long terme et sûr pour les drones, pour de nouveaux types de transport. Des matériaux plus durables et plus économes en énergie pour que le secteur de la construction s'adapte au changement climatique. Nouveaux composés, biomatériaux et prototypes d'organes et de tissus humains pour la mise en œuvre de méthodes de traitement avancées dans les soins de santé. Je le répète, je n'ai cité que des domaines individuels et je n'ai obtenu aucun résultat, même dans l'un d'entre eux. C'est ce sur quoi je veux surtout insister, car comme on dit, comme une corde, elle tirera vers le bas tous les autres projets. Ici, j'ai donné un exemple de MS-21-300. Nous n'avions pas de matériaux pour l'aile ou le fuselage. Eh bien, tout le projet s'est arrêté. Et dans d'autres domaines aussi, tout a ralenti. Nous venons de tout voir de nos propres yeux. Voici notre expérience de travail au cours des 2 à 3 dernières années. Dans tous les domaines technologiques clés, nous devons établir une coordination globale et une interconnexion inconditionnelle de toutes nos étapes et activités. Je propose de mettre en place un mécanisme interministériel de gestion du développement technologique et de demander au gouvernement de proposer des solutions structurelles appropriées. Chers collègues, tous nos projets visant à créer une solution pour l'avenir de la chimie et de la science des matériaux reposent sur l'énorme potentiel de nos écoles scientifiques et d'ingénieurs. Leurs traditions ont été établies à l'époque de l'Empire russe. Je parlais de l'Union soviétique, mais les traditions ont été établies dans l'Empire russe au XIXe et au début du XXe siècle, et se sont développées, comme je viens de le dire, à l'époque soviétique. Je pense que Mikhail Valentinovitch Kovalchuk, qui vient de me rencontrer,
et nous avons échangé quelques mots, et d'autres participants à la séance plénière parleront certainement. De la manière dont les réalisations dans le domaine de la chimie et de la science des matériaux se multiplient au stade actuel. Obtenues dans le cadre du projet atomique spatial, ainsi que lors de recherches dans le domaine de l'énergie du futur, le thème de la fusion nucléaire, dirigé par Yevgeny Pavlovich Velikov. J'estime nécessaire de dédier un nouveau concours de la Fondation scientifique russe pour les scientifiques de premier plan à la mémoire de ce penseur exceptionnel et fils de la patrie. Le montant de la subvention pour 5 ans sera compris entre 250 millions et un demi-milliard de roubles. Les plus grandes entreprises nationales cofinanceront ces subventions et agiront en tant que clients directs pour les technologies révolutionnaires. Quant au domaine de soutien, ils changeront chaque année. Cette année, je propose d'annoncer un tel concours pour la création de matériaux uniques et de produits fabriqués à partir de ceux-ci pour les sources d'énergie autonomes, les installations électriques et énergétiques, ainsi que pour les appareils et systèmes de traitement de l'information, qui sont nécessaires, entre autres, au développement de l'intelligence artificielle. Il est tout à fait évident que cette technologie détermine déjà le développement de tous les domaines, produisant une véritable révolution, y compris dans la chimie et la science des matériaux. En introduisant l'intelligence artificielle et la modélisation informatique, notre pays a besoin, et c'est tout à fait réaliste, de réduire le temps de développement et de mise en œuvre de nouveaux matériaux à 50 ans, et à long terme à 2 à 3 ans. Pour ce faire, les chercheurs et les ingénieurs doivent disposer d'une multitude de données sur les matériaux existants et leurs composants. Je propose d'élaborer des mécanismes pour l'encadrement réglementaire de leur circulation, incluant la collecte, le stockage, le traitement, le transfert et l'utilisation. J'ajouterai que des quantités colossales de données et de connaissances avancées sur de nouveaux éléments et matériaux seront obtenues au cours des recherches menées dans des installations nationales de classe mégascience. Ils nous permettent d'étudier la matière, les experts le savent, littéralement au niveau atomique. Je voudrais souligner particulièrement que certains complexes situés dans notre pays, comme Nika à Dubna ou Pik dans la région de Leningrad, sont uniques et n'ont pas d'analogue. Dans un avenir proche, nous prévoyons de procéder au lancement technologique d'une autre installation Skif puissante. Cela élargira considérablement les fonctionnalités et l'éventail des capacités de l'infrastructure de recherche russe. Nous invitons certainement des scientifiques étrangers à travailler ensemble. J'étais dans la région de Leningrad il y a quelques années. Il y avait déjà des spécialistes venus d'Europe et des pays où l'utilisation de l'énergie nucléaire était limitée, et, par conséquent, la recherche dans ces domaines était progressivement réduite. Ils étaient heureux de travailler pour nous. Nous espérons que cette pratique perdurera, nos portes sont ouvertes. Nous sommes toujours heureux de revoir nos amis et collègues. Je voudrais souligner que je comprends parfaitement qu'un échange international égal et ouvert dans le domaine scientifique est l'un des principaux facteurs du renforcement d'un monde multipolaire. Nous continuerons à promouvoir l'unification des efforts des chercheurs et des ingénieurs des pays de l'Est et du Sud pour résoudre des problèmes expérimentaux, théoriques et, bien sûr, pratiques à grande échelle. Ainsi, l'association BRIC constitue déjà de fait une plateforme de développement socio-économique et technologique à l'échelle mondiale. Dans le même temps, nous n'avons pas l'intention d'ériger des obstacles au partenariat avec les scientifiques occidentaux. Nous espérons que les hommes politiques occidentaux comprendront également les effets néfastes de la pratique consistant à limiter la coopération dans les domaines de la science et de l'éducation. Il est important que le développement mondial soit juste et équilibré. Il est donc nécessaire de réaliser de nouveaux progrès industriels et technologiques tout en réduisant l'impact négatif sur l'environnement, en préservant l'écosystème fragile de la planète, sa vie animale et végétale. Bien sûr, nous partirons de la nécessité d'utiliser précisément ces technologies. Ce n'est pas un hasard si l'attention se porte aujourd'hui sur des solutions avancées dans le domaine de la génétique, des biotechnologies et des technologies proches de la nature, ainsi que sur la création de matériaux reproduisant les processus des systèmes vivants. En général, nous parlons de la formation d'un phénomène fondamentalement nouveau, d'une nouvelle réalité, la bioéconomie. Il s'agit d'un sujet très important, clé en termes de qualité de la croissance mondiale. Je propose de consacrer le prochain forum des technologies du futur aux questions de bioéconomie, si, bien sûr, les collègues considèrent cela possible et intéressant. Nous invitons des représentants de la science, de l'éducation et des affaires du monde entier à y participer. Nous sommes ouverts à la coopération. Chers amis, je suis sincèrement heureux qu'une discussion franche et approfondie se déroule dans notre pays entre scientifiques, ingénieurs et représentants d'entreprises. Cela témoigne de l'ouverture de la Russie et, bien sûr, de notre attention particulière aux questions de développement scientifique et technologique. Peut-être qu'aucun expert n'entreprendra de prédire les nouvelles solutions qui seront découvertes ou inventées,
même dans un avenir proche. Mais il y a quelque chose que nous pouvons certainement faire. Il s'agit de garantir notre soutien efficace aux domaines technologiques clés qui sont particulièrement importants et utiles pour les citoyens, pour la société et pour la croissance économique. C'est exactement de cette manière que nous entendons travailler. J'espère, j'en suis même sûr, que c'est sur ce ton que vous menez les discussions lors des manifestations d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. Ce discours de Vladimir Poutine nous plonge au cœur des défis et des ambitions de la Russie en matière de technologie et d'industrie. Entre le constat amer du gaspillage de l'héritage soviétique et la vision audacieuse d'un avenir dominé par l'innovation, une question se pose, la Russie peut-elle réellement redevenir un leader mondial dans ces domaines clés? Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires, likez si vous trouvez ce sujet crucial, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des débats qui façonnent notre monde. À bientôt pour de nouvelles analyses.